On y va? Très bien. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Pour notre part, on est ravis d'être ici à Agile en Seine parmi vous. C'est notre première fois ici. Habituellement, on est plutôt de votre côté. Voilà, on s'est dit que cette année, c'était la bonne année pour venir vous faire un retour d'expérience sur le design thinking qu'on a mis en place chez Groupama. Je sais que ce n'est pas l'horaire idéal pour une conférence, donc on va commencer par une question facile. Qui connaît Groupama? Ça va, je suis rassuré, personne ne vit dans une grotte. Donc, Groupama, c'est un des assureurs leaders sur le marché français. On est une entreprise mutualiste, on travaille pour des caisses régionales. Nous, personnellement, avec Amaury, on travaille pour le GIE informatique de Groupama, qui est Groupama Support et Services. Bon, c'est la partie où on remercie les sponsors et on remercie également Agile en Seine de nous accueillir et de nous laisser la possibilité de nous exprimer aujourd'hui ici. Alors, qui sommes-nous? Amaury, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous. Amaury, donc je suis chef de projet et j'ai intégré G2S il y a à peu près 1 an et demi. Et j'ai été partie prenante sur le cadrage en design thinking que l'on va évoquer dans ses grandes largeurs aujourd'hui. Merci Amaury. Donc, je suis Johan Gidouard, je suis responsable d'une équipe informatique. Moi, ça fait un peu plus longtemps que je suis chez Groupama, ça fait 3 ans. Depuis 1 an, je m'occupe également d'animer la communauté agile de Groupama. Alors, qui sommes-nous? Je n'ai pas lancé la vidéo. Alors, qui sommes-nous? Du coup, on va vous prendre 2 minutes pour vous parler. Alors, non pas vous parler d'ailleurs, pour être sûr de respecter le timing. On va vous passer une vidéo pour vous présenter Groupama Support et Services. Merci beaucoup la com pour cette belle vidéo. Je pense que vous êtes les premiers d'ailleurs à la voir. Donc aujourd'hui, on va vous parler de design thinking. On va commencer par les origines, l'approche qu'on a adaptée chez Groupama, et enfin, on va finir par le Rex sur le cadrage qu'on a mené avec cette démarche. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? Comme je vous le disais, c'est pour faire un retour d'expérience sur le design thinking chez Groupama. Avec Amaury, on n'est pas des experts du design thinking. Si vous êtes venus là pour qu'on vous fasse un cours magistral, ce ne sera pas aujourd'hui. On est là vraiment pour échanger sur notre retour d'expérience, comment nous on l'a vécu au sein de Groupama. Alors, je vais vérifier, Amaury, si tu as fait tes devoirs de vacances. On est en septembre. Pour toi, qu'est-ce que le design thinking? Alors, Johan, on a préparé la conf ensemble, donc moi je sais ce que c'est.
Ah Donc bon on va plutôt demander au public si quelqu'un sait ce que c'est que le design thinking. Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est quelque chose de neuf? Bon. Oui, on vous écoute. Non, En 2 mots, selon vous? On est d'accord, c'est ça. c'est ça. Le design thinking, ça permet de résoudre des problèmes complexes. Donc, par exemple, si, aujourd'hui, si vous allez mettre un t-shirt rouge ou bleu, c'est pas ça, hein. C'est bien d'essayer de résoudre des problématiques complexes en essayant d'innover. C'est basé sur l'intelligence collective et l'expérience utilisateur. Merci. Amaury, tu as insisté, donc je sais que tu sais qui est cette personne. Vous savez, vous, qui est la personne, là, le visage? Très bien, ouais, c'est Platon. Et pourquoi on a mis Platon? Parce que Platon, c'est lui qui a théorisé en premier les bienfaits du travail collaboratif. Donc si on voulait résumer, on pourrait dire que Platon est l'arrière-grand-père du design thinking. Le design thinking chez Groupama. Donc si vous cherchez un peu sur Internet, le design thinking, vous allez tomber sur un schéma qui ressemble un peu à ça, avec l'empathie, la définition, l'idéation, le prototypage et le test. Amaury, par contre, je pense que ce schéma, il est faux, en fait. Ou il n'est pas complètement bon. Ah bon? Non. C'est vrai? Ouais. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien arriver en fin de, on va dire, du processus sur la partie prototypage et vous rendre compte que finalement, vous n'avez pas prototypé la bonne chose ou qu'on ne répond pas forcément aux besoins utilisateurs. Et donc, vous pouvez très bien revenir en arrière, revenir sur la phase de définition. C'est des phases qu'on va voir un peu plus loin dans notre présentation. Chez G2S, on a décidé d'adapter un peu cette démarche. Alors du coup, il y a des gens qui me connaissent dans la salle et je dis souvent qu'il faut adopter et pas adapter. Donc là, on a adapté. Pourquoi on a adapté? Parce qu'on a une organisation qui est un peu complexe quand même. On travaille avec des caisses régionales. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on rajoute la phase d'organisation et de cadrage. Pourquoi s'organiser? Parce que, comme on vous l'a dit, c'est basé sur l'expérience utilisateur. Et on avait besoin de personnes qui sont côté prod, qui vendent des contrats, qui sont en agence. Et vous en doutez, on ne sort pas quelqu'un comme ça de la prod en claquant des doigts parce qu'on a décidé qu'on allait faire un cadrage en design thinking. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on ait cette phase d'organisation pour nous permettre d'identifier les bonnes ressources, les bonnes personnes, et puis leur laisser le temps, eux, de s'organiser de côté production. Et enfin, on a rajouté la phase cadrée. Pourquoi? C'est un peu le pendant, hein, finalement, de notre phase d'organisation. On a un SI qui est complexe et on devait s'assurer que ce qu'on allait faire dans le cadre de notre cadrage, c'était réaliste dans notre SI. On va revenir en détail sur chaque phase. Alors, le cadrage de la simplification du parcours de découverte MRH, donc c'est bien le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On est parti d'un constat simple. Le début de la démarche, c'était de se dire que au niveau de l'assurance multirisque habitation, on avait un parcours de découverte qui était extrêmement complexe. Il y avait beaucoup de questions. Certaines étaient très pointues et posaient des problèmes de compréhension, soit pour les commerciaux qui étaient un peu plus juniors, ou soit même pour nos clients. Et donc, on avait un objectif initial qui était le suivant: simplifier le parcours de découverte et lever les freins des utilisateurs pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus ergonomique et qui puisse faciliter la vie aux commerciaux, mais également faciliter la vie de nos clients. Vous me direz, là, pour l'instant, on est sur un objectif qui paraît, qui est assez flou, assez... il y a peu de détails, en fait. On a une intention, mais en effet, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant pour pouvoir lancer le projet. Et l'idée, en fait, c'était de choisir la bonne démarche qui nous permettrait derrière de cadrer efficacement. Alors, vous allez me dire, pourquoi, pour ce projet en tant que tel, de simplification du parcours de découverte, on devait utiliser le design thinking. Alors,
je dirais que, comme vous l'avez vu sur le slide précédent, on avait un besoin métier qui était à approfondir. Et puis, on devait jeter des ponts ou casser les silos pour se rapprocher des utilisateurs, pour comprendre leur contexte d'utilisation. Et puis, on avait aussi des contraintes assez fortes au niveau du planning, puisque on était sur avril, mai, juin 2021, et on devait lancer ce projet au plus tard en septembre, de façon à pouvoir répondre à ces contraintes. Alors ça, c'était les deux raisons qui faisaient que pour ce projet, on voulait partir en design thinking, mais elles n'étaient pas les seules. En effet, on pouvait déjà se raccrocher au fait que c'était une méthode qui avait fait ses preuves chez Groupama, puisqu'on avait lancé en 2020 un cadrage en design thinking sur la mise en place d'un outil d'aide à la vente sur les véhicules de 3 roues, et que ce cadrage s'était extrêmement bien passé. Le projet qui s'en est suivi s'était extrêmement bien passé, tant et si bien qu'il est aujourd'hui candidat pour être l'un des top succès 2021 pardon, de Groupama. Et puis, ça répondait à nos enjeux, le delivery rapide, et puis le customer centricity, hein, le fait de mettre l'utilisateur au centre de toutes nos préoccupations et de tous les travaux. Alors, je parlais de 2010 tout à l'heure, vous allez comprendre tout de suite après pourquoi. Voilà, la question qu'on se posait et celle qu'on aimerait vous poser, c'est si vous voulez savoir comment ça s'est terminé. Ça vous intéresse, ouais? Bon, heureusement. J'avoue que je comptais un peu sur cette réponse. Donc, ça s'est bien terminé. Vous vous en doutez, sinon on ne serait pas là. Et on peut dire que ça s'est bien terminé à 2 niveaux. D'abord, au niveau de l'appropriation de l'approche. On a à cœur que cette expérience, ça ne soit pas la dernière chez Groupama, dans le groupe, et qu'on puisse petit à petit monter en compétence sur cette approche et puis être de plus en plus efficace. Et donc, c'était important que les acteurs d'aujourd'hui puissent adhérer à l'approche pour être les promoteurs de demain. Et donc, comme vous pouvez le voir là, on a le résultat de la rétro, hein, qui a finalisé le design sprint, et on voit que tous les concepts et les outils ont été perçus comme des aides. On voit le nombre de post-it assez important sur la partie verte. Et puis, on avait à cœur, hein, le design thinking, c'est aussi l'intelligence collective. On avait à cœur de vérifier que tout ce qu'on avait mis en place pour la favoriser avait bien marché. Et en effet, on a constaté que ça avait bien marché et qu'on avait atteint nos objectifs. Alors, je ne passerai pas sous silence ce que vous voyez sous le bateau. Il y a des choses qui nous ont ralenti. On a identifié des risques. Mais finalement, la partie ralentissement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est inhérent à tous les travaux qu'on peut mener, projet ou cadrage. Et puis, les risques, j'ai envie de dire, autant les découvrir maintenant. Comme ça, on les gère et puis on a moins de problèmes par la suite. Donc ça, c'était la première phase qui nous laisse à penser que c'est un succès. Et puis la deuxième phase, c'était ce qui a été, la façon dont le prototype que nous avons fait a été accueilli. Et donc vous pouvez voir à l'écran qu'on a reçu des retours extrêmement positifs. Et je vous assure que quand on est en train de tester le prototype et puis qu'on a une réaction hyper spontanée d'un testeur qui nous dit « mais c'est génial », toute l'équipe est là, toute l'équipe l'entend et ça rebooste. On sait qu'on a fait du bon boulot. Donc ça s'est très très bien passé. Les phases d'organisation, je te rends la main. Merci Amaury. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a rajouté la phase d'organisation pour, alors je vais passer rapidement sur ce sujet-là, identifier les bons contributeurs, identifier leur rôle, leurs responsabilités et aussi et surtout, parce que c'est un processus qui marche bien, c'est quelque chose qui fonctionne, mais ça prend du temps. Donc c'était aussi identifier quelle allait être la dispo nécessaire pour chacun. Et enfin, ça nous a permis aussi de planifier les opérations. Amaury parlait de design sprint, donc ça nous a permis d'organiser ce genre de choses. Identifier les contributeurs, donc ça c'est important, c'est même crucial, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Donc ça a été d'identifier une équipe cœur, des personnes qui vont animer, qui vont organiser l'ensemble des travaux, hein, qui vont réaliser les interviews qu'on verra tout de suite là, et les différents ateliers. Des contributeurs
du design sprint, donc par exemple les UX, mais ça a été également les utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux, c'est d'autres utilisateurs finaux pour la partie test et prototypage. C'est des personnes donc, qui vont tester le prototype en fin de cadrage. Et enfin, alors là c'est plus à titre informatif, c'est les responsables des différentes entités. La phase d'exploration, donc c'est important cette phase également. Alors je vais dire qu'elles sont toutes importantes finalement ces phases. La première, c'est une exploration interne. Donc c'est se dire, voilà, aller voir les commerciaux, comprendre leurs besoins, comprendre leurs difficultés, aller les interviewer pour savoir comment ils travaillent, comment réagit le client au parcours. C'est recenser les idées d'amélioration du terrain et puis aussi identifier un peu notre stratégie, notre positionnement sur le marché. Et une phase d'exploration externe, donc là c'est le benchmark, hein, tout simplement, c'est de savoir par rapport à la concurrence comment on se positionne et où on veut aller. Comment ça s'est passé? Eh ben, comme tout le monde, ça s'est passé en distanciel, ouais, même tout au long du design thinking, ça s'est passé en distanciel. Alors on s'est posé la question, est-ce que ça vaut le coup finalement de faire les ateliers en présentiel si on allait être confiné? Ça faisait beaucoup de choses à gérer, beaucoup de variables, donc on s'est dit on commence en distanciel, on finit en distanciel. Ça s'est bien passé. Après, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais dans le Rex d'Amaury tout à l'heure, sur la rétro, c'est un point qui est remonté quand même, c'est les difficultés en distanciel. Donc on a adapté un certain nombre d'ateliers pour que ce soit plus digeste, et Amaury vous en reparlera dans peu de temps. Alors les interviews utilisateurs. Donc sur le premier cadrage qu'on avait fait en 2020, merci Amaury, on ne va pas y arriver aujourd'hui. On avait été voir les commerciaux, on avait fait le tour, on avait 2 case leaders, on avait fait le tour de plusieurs agences. Ça a été pour nous très intéressant parce qu'on est quand même assez loin côté IT du terrain, des problématiques des utilisateurs. Ça a été très enrichissant, pardon. Et là, on les a menés en distanciel. On a fait 12 interviews des gestionnaires back-office et des commerciaux. D'ailleurs, Amaury, toi tu as participé, tu veux peut-être nous faire un retour d'expérience sur les interviews que tu as menées? Oui, c'est une expérience assez intéressante en fait de faire ces interviews. Alors nous, on était en distanciel et en fait, il faut bien comprendre qu'on va avoir les utilisateurs. Ces utilisateurs ne nous connaissent pas et on va leur dire, bon ben, parle-nous de ton travail, parle-nous des outils que tu utilises et puis dis-nous ce qui ne marche pas. Et donc, avant d'en arriver là, avant qu'eux nous disent bah, « Ok, ça marche pas, ça en effet c'est gênant, et puis qu'ils puissent nous proposer des solutions », il faut qu'on les mette en confiance, ils ne nous connaissent pas. Et c'était intéressant cette phase de leur dire « Voilà, on n'est pas là pour juger votre travail, de toute façon on est incapable de le faire, ce n'est pas notre boulot. On n'est pas partie prenante avec la solution existante, donc il n'y a pas de problème à la critiquer. Notre objectif, c'est bien de vous aider à ce que demain, vous puissiez travailler plus confortablement et plus efficacement. » Et ça, c'est hyper important à prendre en compte. Tout à fait. Du coup, ça a été mené en binôme. Alors, une personne qui menait les interviews et une personne qui était un peu plus en recul, qui était là pour justement prendre du recul et puis identifier les points et puis les remonter et puis derrière poser des questions qu'il jugeait intéressantes et pertinentes à poser dans le cadre de ce cadrage. D'ailleurs, notre objectif, c'était d'ailleurs de monter en compétences. Et donc, on avait mis, Amaury, toi qui ne connaissais pas forcément cette démarche, on l'avait mis plutôt en mode shadow pour que tu puisses monter en compétences. Alors, on en arrive aux phases du design sprint, donc les phases d'imagination et de prototypage et test. Alors, la phase d'imagination, c'est une phase où on fait fi de toute réalité. Enfin, en tout cas, et on le verra tout à l'heure, on essaie de faire fi de toutes les réalités, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de ne pas avoir de considérations budgétaires, on va essayer de ne pas avoir des considérations de faisabilité technique, et l'idée, en fait, c'est de se concentrer sur comment je peux répondre aux besoins du métier, quel est l'outil qui, demain, permettra d'y répondre au mieux. Et puis, on a la phase de prototypage et test. Alors d'abord, j'ai une question. Est-ce que, quand on parle de prototype, c'est clair pour tout le monde, en fait? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un prototype?
Ah oui. Alors, il faut faire ça. Oui. Alors, merci. Donc, est-ce que c'est une maquette? On est sur quelque chose qui est un petit peu plus loin que la maquette, puisqu'en fait, on va avoir une simulation, une idée de ce que pourrait être l'outil demain. C'est-à-dire que ça n'a pas pour vocation de le mettre en production tel quel, mais on va avoir un parcours de A à Z qui sera cliquable et qui permettra de se donner une idée assez précise des fonctionnalités et du design de l'outil. Par exemple, au niveau de l'assurance habitation, on a plein de parcours possibles. On a la maison, on a l'appartement. Est-ce qu'il y aura des dépendances? Est-ce qu'on est sur des propriétaires, des locataires, des bailleurs? Et nous, par exemple, pour le prototype, on s'était restreint à un parcours maison avec un propriétaire. Et donc, je vous disais, on a organisé ces deux phases en design sprint. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le design, la théorie du design sprint, on a 5 ateliers qui se suivent et chaque atelier a une durée d'une journée avec, vous pouvez le voir à l'écran, les différents objectifs de chaque jour. Nous, on était en distanciel et on a adapté cette façon de faire. Donc on a enfreint l'orthodoxie du design sprint. Et on est plutôt parti sur des ateliers d'une demi-journée pour que ça soit moins compliqué à suivre pour les participants, pour conserver leur énergie au maximum. Et donc, on a doublé le nombre de jours. On est parti plutôt sur une dizaine de jours d'une demi-journée, ce qui était hyper intéressant parce que ça nous permettait, dans certains cas où on était en retard, de travailler entre les ateliers, notamment pour tout ce qui était construction du storyboard et puis développement du prototype. Alors, ce qu'on vous propose là, on n'a pas le temps là aujourd'hui pour vous parler de tout ce qu'on a fait. Enfin, moi, je suis hyper enthousiaste. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on n'a pas le temps. Donc, on va zoomer sur les éléments de cadrage que l'on a travaillé sur les premiers jours. D'abord, les comment pourrions-nous. Là, on parle des objectifs. L'idée, c'est de décider en équipe quels seront les 2 objectifs principaux qui seront poursuivis pendant le sprint. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on avait donc ces 2 objectifs que vous voyez là. Comment pourrions-nous diminuer le nombre de questions en conservant une bonne sécurisation du risque? Et puis, comment pourrions-nous avoir une expérience plus participative avec le client et sortir du mode interrogatif? Et là, déjà, on a quelque chose de plus, on a plus de détails que ce que l'on avait au début, puisque on sait qu'on va devoir simplifier le parcours en diminuant le nombre de questions, mais on voit aussi que l'on veut conserver une bonne sécurisation du risque. Ça, c'était un point qui était extrêmement important, puisque comme on a beaucoup de questions, on a une découverte très complète et le risque est extrêmement maîtrisé. On veut moins de questions, mais on veut garder cette même sécurisation du risque. Et puis, on avait aussi la partie comment on peut faire pour éviter la liste à la prévère de questions et avoir quelque chose de plus interactif avec le client. L'élément suivant de cadrage, c'était ce que nous, on appelle la vision produit. Qu'est-ce que c'est? En fait, cette vision doit permettre de répondre à moyen terme à la question « Qu'est-ce qui peut me faire dire que mon projet a atteint ses objectifs ?» Dans quelle situation je pourrais dire « Ok, on a fait un bon cadrage, on a fait un bon projet et derrière, ça fonctionne ». Alors nous, on est parti sur un délai de 2 ans. Et ce qu'on a dit, c'est que le parcours devait être simple et fluide. Toutes les questions devaient être posées. On devait avoir des réponses à toutes les questions et il était important qu'aucune d'entre elles ne pose des problèmes de compréhension. Et puis le dernier élément, c'était les « allons-nous réussir à ». Alors là, c'est un peu le négatif des « comment pourrions-nous ». L'idée, c'était de se positionner dans un monde où le pire est arrivé, et ce qui permet derrière de les mettre sous forme interrogative et derrière d'avoir les préoccupations des utilisateurs. Et donc, on a identifié ces allons-nous réussir à que vous pouvez voir à l'écran. Et si vous regardez,
Oui. Johan. Ouais, tout à l'heure, tu disais qu'il fallait faire fi de toute problématique, de budget, de délai, de coût. Et là, première question, c'est est-ce qu'on va réussir à tenir le budget? Oui, Je suis un peu embêté. Oui, mais faut pas être embêté. C'est normal, en fait, tout simplement. On n'est pas des experts, hein. On apprend. C'est notre deuxième expérience en design thinking. C'est pareil pour les participants métiers et utilisateurs. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir. Ce qu'on voit là, c'est que on a encore du chemin à faire pour maîtriser tous les concepts du cadrage en design thinking, mais que voilà, tant mieux. Au moins, ça nous permet de savoir qu'on a encore plein de belles choses à apprendre et à avancer. Et puis, donc ça, c'était pour les phases d'imagination, les éléments de cadrage. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de la phase de prototypage et test. Et ensuite, la dernière phase que Johanna a évoquée tout à l'heure, c'est la phase de cadrage du projet. Et donc, l'idée, c'est en effet de prendre en compte le fait qu'on a un SI qui est extrêmement complexe, qu'on a un groupe qui est extrêmement étendu. Et donc, l'idée, c'est d'étudier l'intégration de la solution dans notre SI. Comment on va faire? Quelle est l'architecture cible? Quelles sont les équipes que nous, on appelle les contributeurs, à savoir les équipes d'édition, les équipes de paramétrage? Quel travail, eux, vont devoir faire? À quel niveau pour intégrer cet outil? Et donc, on a également à construire un premier backlog, prioriser ce backlog par la valeur, et puis définir le MVP, le Minimum Valuable Product, qui permet d'identifier les fonctionnalités indispensables, jugées indispensables par nos utilisateurs. OK. Et donc maintenant, si vous, demain, vous deviez vous y mettre au design thinking, ce qu'on vous propose, c'est de vous faire un petit rex finalement des éléments, les facteurs clés de succès qu'on nous on a identifiés. Et je pense que le premier, et qui est important, Amaury, quand moi je t'ai dit, voilà, ce sujet, je le vois bien mené comme ça, tu étais un peu sceptique également quand je t'ai dit, il faut se faire accompagner. On n'est pas des experts. Et effectivement, tu as eu un petit ressenti. Oui, en effet. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'appréhender des concepts qu'on ne connaît pas. On a l'habitude de se dire, voilà, on met un coup, on y va, on se renseigne, on se forme, on pose les questions et puis on va y arriver. Sauf que là, en fait, c'est une démarche extrêmement rapide et que, en fait, c'est un vrai métier. C'est une vraie montée en compétences nécessaire et c'est indispensable pour les premiers cadrages de se faire bien accompagner. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de vous faire accompagner. Alors là, nous, on s'est fait accompagner par Maria Elisa Paez de la société Zenica, qui nous a beaucoup aidé dans le cadre du cadrage, qui nous a permis de monter en compétences. L'objectif, à un moment, c'est de s'en passer. Mais ça nous a quand même bien aidé. Et ça, finalement, ça rejoint le facteur 2 de succès, c'est qu'il faut aussi embarquer les gens. Et quand on ne connaît pas la démarche, quand on ne connaît pas la méthode, c'est compliqué d'aller chercher des sponsors et d'engager du monde. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est pareil, du coup, de vous faire accompagner et d'aller vendre cette démarche que vous allez devoir la vendre. Si vous la mettez en place, ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément, nous, l'habitude de faire. Donc, il a fallu aller vendre la démarche. Moi, j'ai été voir mes responsables. Alors, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont dit banco tout de suite. Quand j'ai été voir le métier, bien sûr qu'ils m'ont dit oui. Qui n'a pas envie de travailler de façon collaborative, qui n'a pas envie de mettre l'utilisateur au centre des réflexions. Mais quand je leur ai dit, voilà, va falloir me libérer des ressources pour tant de jours, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut aller avec du monde et des personnes qui connaissent cette démarche. Et là, je pense que tu parles de l'expérience que tu as eue lors du premier cadrage, à savoir en 2020, sur le projet de 2-3 roues dont je vous parlais. Et moi, pour le coup, pour être intervenu sur le deuxième, pour la partie vente de la démarche sur le deuxième cadrage, on voit que c'est déjà beaucoup plus simple parce qu'on a une expérience qui s'est bien passée et donc du coup derrière c'est un laisser-passer, c'est un sésame. C'est-à-dire que quand on parle de ce projet, tout le monde sait que c'est un succès, tout le monde a compris la démarche et tout le monde est partant. Et donc le dernier facteur clé de succès qu'on voulait évoquer avec vous, c'était faire confiance à cette approche et prôner la confiance. Alors ça, c'est une notion qu'on a mis en avant dès la réunion de lancement.
on a dit à toutes les parties prenantes, vous serez parfois surpris, mais n'ayez pas peur, cette méthode, on l'a utilisée une fois, et elle a été utilisée par un nombre d'acteurs extrêmement important partout dans le monde, et elle fonctionne. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et moi-même, je sais, tout à l'heure, on parlait par exemple du budget. On disait, oui, mais on a l'habitude en fait de tenir compte du budget. Alors, moins dans l'approche agiliste. Donc c'est vrai que on a peut-être ça comme avantage, mais c'est vrai que nos interlocuteurs, ils ont l'habitude de faire attention à ça. Et c'est vrai qu'à certains moments, on est en design sprint, on est en train de faire un proto qui nous plaît, qui correspond exactement à nos besoins et qui a l'air tout simplement génial. Mais on se dit, ok, d'accord, mais est-ce que ça va pas coûter trop cher ? Alors moi, j'avais Maria Elisa que j'avais au quotidien, donc j'arrivais, je lui faisais complètement confiance et donc je passais au-dessus de ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des métiers, il y a eu des moments où ça a été compliqué. Et notamment à un moment, alors là, on ne l'avait pas du tout anticipé, quand on a présenté le prototype en comité, on a d'abord eu un « c'est génial, ça correspond exactement à ce qu'on veut, c'est top ». Et puis ensuite, on a eu un deuxième retour qui était oui, mais est-ce qu'on n'est pas en train de vendre du rêve à nos métiers ? Est-ce que l'on ne va pas dépasser le budget que l'on a prévu pour ça, quoi ? Et la réponse que je peux vous donner, c'est non. Je ne pouvais pas la donner à ce moment-là parce que c'était moi aussi mon premier cadrage, mais en fait non, puisque depuis le cadrage a été finalisé et on a chiffré au budget nécessaire. C'est juste le MVP qui tient compte des fonctionnalités les plus importantes, mais ça fonctionne. Voilà. Et donc en conclusion, vous l'aurez compris, la mission a été accomplie. On a jeté des ponts entre les utilisateurs et l'équipe de réalisation. On a également pris en compte les éléments de cadrage dans l'élaboration du prototype, donc, comme on l'évoquait à l'instant. Et donc ça a été un succès. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'une fois que le cadrage a été fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, on est en cours d'itération 0 pour organiser le projet, donc on a eu un go. Et puis lundi prochain, on a la réunion de lancement avec l'ensemble de l'équipe et on continue l'aventure sur ce sujet. Voilà, merci. Merci Amaury. Merci à vous. Du coup, on a, je pense, un peu de temps pour prendre quelques questions. Oui. Oui, on a plein de temps. Il y a des questions en ligne. Ouais. Il y a des questions dans la salle. Alors, comme j'ai vu des gens lever la main très rapidement, je sens qu'ils sont très pressés, donc je vais leur laisser la parole. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience d'abord. Alors moi j'ai une question. Je crois que c'est Henry Ford qui disait si j'avais écouté mes utilisateurs, j'aurais fait une charrette qui va aller plus vite. Et comment est-ce que vous êtes posé cette question de savoir est-ce que vous n'allez pas juste améliorer quelque chose qui existe et comment est-ce que je vais vraiment innover et faire des choses un petit peu disruptives? Est-ce que vous avez eu cette question-là et comment vous l'avez résolue? Tu réponds ? En fait, tout est prévu dans l'approche en design sprint. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'ateliers qui sont extrêmement codifiés et on va chercher de l'inspiration. Donc on a ces éléments de cadrage dont on vous a parlé et ensuite on va chercher des éléments d'inspiration ailleurs, que ça puisse être au niveau des concurrents, mais aussi bien ailleurs. On a, nous, été regarder les parcours de découverte de Airbnb, on a été regarder les parcours de découverte de DF également et on a trouvé plein d'infos et l'idée c'est vraiment de chercher pour justement trouver une approche innovante. Voilà. Ouais. Encore merci pour ce retour d'expérience. Moi, j'ai des questions par rapport aux délais qui se sont écoulés entre les moments où vous avez été voir vos utilisateurs et les moments où c'est développé. Et puis derrière, les développements, est-ce qu'ils ont été faits en interne par vos équipes G2S ou alors est-ce que c'est des centres de services, c'est des gens à l'extérieur et est-ce qu'il n'y a pas moyen d'optimiser tout ça ou d'aller encore plus vite? Le délai, tu en as parlé. La partie design sprint, ça a été une dizaine de jours en délai, parce que c'était des demi-journées. Je pense que la dernière fois, on l'a fait en 5 jours.
Après, entre le moment où on a prototypé, qu'on a testé sur les utilisateurs et qu'on a lancé les développements vraiment de l'application, je sais pas, alors c'était l'été, donc il s'est passé, je sais pas, peut-être un mois. Et par contre, les développements sont faits chez nous. Par contre, si tu parles du prototype, donc c'est des wireframes qu'on a fait faire par des UX en fait chez nous. C'était ça ta question du coup? Ouais, non, c'est du coup les développements sont bien faits chez nous par nos équipes, des personnes qui. L'objectif c'était aussi d'embarquer des personnes de l'équipe de développement dès le début du cadrage. C'est-à-dire que durant les phases de design sprint, il y avait déjà un lead tech, il y avait déjà des personnes qui allaient derrière continuer et faire le projet. Et d'ailleurs, moi j'ai un retour d'expérience là-dessus, c'est que le premier cadrage qu'on a fait comme ça, on a mis un lead. Il a fait le cadrage et c'est une autre personne qui a repris le sujet derrière avec une autre équipe et je peux vous dire que c'est compliqué. Donc moi je vous conseille vraiment que si vous pouvez anticiper, c'est pas toujours possible, mais si vous pouvez anticiper, gardez la même personne, quoi, les mêmes équipes. Merci pour ce partage. Si j'ai bien compris, en fait vous avez démarré ces démarches de design thinking sur certains projets. Est-ce que, fort de cette expérience, vous envisagez d'avoir un pôle d'expertise en design thinking? Oui ou non? Apparemment non, vu votre tête. Quelles sont les raisons? Parce que certaines entreprises ont ce choix, donc voilà. Quelle est votre position par rapport à ça? On n'a pas encore pris vraiment position sur ce sujet-là. La question, ça va être, même si on a des retours d'expérience qui sont positifs, on ne va pas se mentir, la majorité des cadrages chez nous, ils ne se font pas comme ça. Donc aujourd'hui, se lancer sur un pôle d'expertise, oui, mais ça veut dire que derrière, il y a de quoi alimenter ces gens qui vont être dans ce pôle d'expertise. Et je dirais que c'est peut-être une des étapes futures. Aujourd'hui, on est en train de structurer, on a une communauté agile, on est en train de structurer ses actions, on est en train de voir comment on peut faire pour acculturer le groupe. Et dans cette démarche-là, dans cette trajectoire, probablement qu'il y aura quelque chose qui sera de l'ordre d'une organisation autour du design thinking, j'imagine, mais alors à quel horizon, c'est pas encore défini, quoi. Alors, une question Internet. Concrètement, vous avez mis quoi en place pour favoriser l'adhésion ? Alors, déjà, pour favoriser l'adhésion, il faut se baser sur des expériences fortes. C'est ce qu'on a fait avec le projet de 3 roues. Ensuite, favoriser au maximum l'intelligence collective, que les gens soient à l'aise, soient motivés et qu'ils aient du sens, et que le groupe finalement porte l'ensemble de ses membres pour identifier l'OAV cible, je dirais ça en synthèse. Après là, c'était plus compliqué sur ce sujet-là parce que on était en distanciel. Pour le premier cadrage, on était en présentiel, donc les personnes se déplaçaient. Vu ce que je vous disais, c'est qu'on on travaille pour des caisses, et donc les personnes, elles viennent de partout en France. Donc sur le premier, c'était plus simple parce qu'on a fait les ateliers ensemble. On a fait aussi, on est assez novice sur l'agilité, on ne va pas se mentir. Et donc on avait aussi lancé des formations d'initiation à l'agilité avec les entités du groupe. Là, sur cela, ça a été plus dur, je pense, de réussir à faire de l'adhésion. Je pense que malgré le contexte, ça a été réussi. Vous avez passé beaucoup de temps. À faire des energizers, des trucs comme ça qui ont permis aussi de booster l'équipe, d'avoir un objectif commun. Ouais. Je dirais en fait que pour favoriser l'adhésion, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas forcément développé dans ses grandes largeurs, ce principe-là. Pour faire le design sprint, ça demande énormément de préparation par l'équipe cœur pour identifier les icebreakers, pour identifier l'ensemble des ateliers précisément, les mettre en place, les mettre en musique. Et c'est vrai que c'est du temps qu'il faut prévoir en amont, pour que derrière, en phase d'imagination et de prototypage test, ça se passe parfaitement bien et que ça soit une partition bien rythmée. Oui, bonjour, merci pour votre retour. J'avais une question, on parle beaucoup d'utilisateurs, mais là j'ai l'impression qu'on est plutôt quand même sur des utilisateurs business, on parle de gestionnaires et du coup d'agents commerciaux. Effectivement, les agents commerciaux sont au contact du terrain, sont bien placés, ont beaucoup d'irritants, mais restent quand même malgré tout des tiers interpréteurs vis-à-vis du client final.
est-ce que vous avez envisagé dans cette démarche, est-ce que vous avez pu tester vos prototypes sur des utilisateurs finaux, des clients finaux? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous l'envisagez dans le futur de prendre pas seulement le client business, mais effectivement le client? Pour le coup, non, on ne l'a pas fait sur les éditeurs finaux. C'est quelque chose qu'on pourrait... Alors peut-être que je me trompe. En fait, on ne l'a pas fait tout simplement parce que c'est un outil à destination des commerciaux. C'est un outil sur le poste de travail. Alors peut-être qu'on ne l'a pas précisé en effet dans la présentation, mais c'est un outil pour les utilisateurs, pour les salariés. Après, par exemple, si on doit mettre en place ce genre de choses pour quelque chose qui va être à destination des utilisateurs finaux, aujourd'hui on a des panels utilisateurs qu'on peut solliciter. On l'a déjà fait dans d'autres cadres, mais pas dans le cadre de cette démarche-là pour le moment. Bonjour, merci pour ce retour d'expérience, c'est très intéressant. J'ai une question, tout à l'heure vous avez parlé de tenir compte du budget. Alors, je voudrais juste avoir une précision là-dessus. Est-ce que c'est des budgets qui t'a tenu compte sur la démarche même ou c'est sur le travail résultant de cette démarche? Parce que dans le premier cas, c'est peut-être, comment dire, ça peut rentrer dans le crédit recherche et développement. Alors, c'était prendre en compte le budget dans sa dimension projet. C'est-à-dire que pour ce sujet-là, nos dirigeants ont dit, voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre 1,5 million. On ne veut pas aller plus loin, ou je ne sais pas, je n'ai pas le budget en tête. Et donc, c'était, OK, donc vous me lancez cette démarche-là, c'est très bien. Par contre, ce qu'on veut, c'est que vous respectiez ce budget-là. Donc, quand Amaury parle de budget, il parle de ça, en fait. De se dire, voilà, nous, on veut miser tant, parce qu'on juge que miser plus, en termes de retour sur investissement, on n'y arrivera pas. Voilà, ouais. J'ai une question. Merci, je trouve ça très intéressant. En fait, si j'ai bien compris, donc dans votre projet, il y a une phase à peu près de 10 jours où vous avez effectivement appliqué des best practices de design thinking, et après il va y avoir la phase de développement de l'outil cible qui va démarrer, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous avez pensé à y intégrer à votre design thinking un peu de Lean Startup, de manière à avancer de manière itérative et à faire des premiers lots, enfin, des premiers MVP, de refaire des phases peut-être d'idéation, de manière à pouvoir pivoter, à faire évoluer le produit, ou est-ce que vous voyez plutôt la phase de développement comme un long chemin? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Ouais. Ouais, si tu veux. Alors, aujourd'hui, on se dit que le MVP, en tout cas sur la partie MVP, on ne va pas se lancer à refaire en plein milieu une phase d'idéation. Par contre, on se bloque pas, on ne se dit pas que voilà, il faudra continuer sur la suite, sur ce qu'on a cadré, que c'est bloqué et qu'il faut y aller. Bien sûr qu'on va se reposer la question de savoir si ce qu'on a mis en place dans le cadre du MVP, ça répond, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Donc il y aura forcément, je pense, une phase d'idéation. Alors, question Internet, je pense que vous avez répondu en partie, donc je la pose. Au pire, vous allez dire que vous avez déjà répondu. Pour les interviews, est-ce que vous avez fait appel à un expert de l'interview, donc profil UX Researcher, ou est-ce que vous les avez menées vous-même? Alors, en effet, on a en partie répondu à la question quand on se disait se faire accompagner. Là, on s'est fait accompagner par un product manager, donc Maria-Elisa Paez de chez Zenica. Et donc, c'est elle qui a mené la plupart des interviews. Et puis, le questionnaire de base, il a été construit avec elle pour être le plus efficace possible pour identifier le contexte de l'utilisateur. Ok, j'ai plus de questions sur Internet. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Bien, je crois que ça va être le moment de vous applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, sauf erreur, vous avez encore un autre slide après. Oui. Voilà, donc le rôti, je vous invite à faire le rôti sur la conférence que vous venez de vivre. Et voilà, merci à vous.